Je pense qu'on a fait le tour. Dominique, Enfin, on n'a pas fait le tour parce qu'il reste le plus important. Tout à fait, le plus important. Le tour des communications. Donc, voilà. Comme je vous avais dit ce matin, on avait 3 conférences qui présentent toutes des aspects de la relation entre la recherche et puis la chirurgie. Donc, Christian Derby nous a montré tous les aspects, un peu de la recherche chirurgicale et comment on pouvait la faire coïncider avec son métier. Ghislaine Lalou nous a montré comment réussir à faire une thèse pendant son clinica, en faisant un très joli travail. Et puis, je crois que maintenant, Gérard va nous montrer comment un chirurgien peut créer un grand institut. Et vraiment, il a fait une œuvre que je trouve remarquable. On est contemporains, on a été internes ensemble, comme je vous le disais ce matin, et moi je le félicite pour sa réussite. Il va vous exposer un petit peu ce que c'est que l'Institut du cerveau et de la moelle. Merci beaucoup Dominique de m'avoir invité, et je suis très sensible à cet honneur parce que d'une part ça me permet de revenir dans une société chirurgicale. J'ai démissionné de mes fonctions hospitalo-universitaires il y a 14 ans et j'ai fait le serment de ne plus jamais venir dans un congrès parce que j'avais vu trop de vieux patrons pérorer sur j'ai toujours fait ça, ça a toujours marché, etc. Et donc je crois que c'est la première fois que je reviens dans une réunion chirurgicale. Et puis deuxièmement, quand on a un certain âge, c'est toujours très agréable de trouver des occasions de se rajeunir. Si vous pouvez passer la première diapo, effectivement, dans ma première année d'internat, j'ai été interne avec le docteur Franco, que vous devez reconnaître par là. Et puis, si vous agrandissez un petit peu, vous voyez le deuxième, vous voyez... Deuxième photo, s'il vous plaît. C'est bon. Ah bon, c'est pas... Voilà. Vous voyez 3 chirurgiens. Manifestement, il est entouré par 2 orthopédistes et le branleur du milieu, c'est le chercheur. Donc, vous voyez que ça peut mener à tout, même en ayant l'air très décontracté. Il m'impressionnait déjà beaucoup. Il avait fait au moins 1 ou 2 de recherche aux États-Unis et vraiment, c'était le savant. Alors, on va parler de l'Institut du cerveau de la moelle épinière. D'abord, pourquoi cet institut ? Je vous disais, j'ai arrêté mes fonctions il y a 14 ans pour différentes raisons. Et j'étais chef de service d'orthopédie à la Pitié et doyen de la faculté. Soit dit en passant, je regrette beaucoup qu'il n'y ait aucun chirurgien qui soit doyen. Il y en a peut-être maintenant 1 ou 2, mais c'est tout à fait compatible avec une activité chirurgicale. Je vous garantis qu'elle est pour moi intense et que trop souvent on néglige ça et on laisse ça à des disciplines un peu transversales. Je parle de l'anesthésie, je parle de la radiologie qui peuvent faire le travail par d'autres et tout au moins le travail technique par d'autres. Et je pense qu'on a un pouvoir considérable dans le domaine du choix de la stratégie de sa faculté, et deuxièmement dans la formation et dans l'enseignement. Par contre, j'étais un peu frustré pour l'aspect recherche, parce que l'aspect recherche, vous pouvez être le meilleur doyen du monde, vous n'arriverez jamais à mettre à la porte une équipe qui est B, C, D, W, tout ce que vous voulez, même s'il a tué père et mère, c'est impossible jusqu'à la fin de sa retraite. Deuxièmement, vous êtes très dépendant de tout un tas de structures que vous connaissez mieux que moi, l'INSERM, le CNRS, le CEA, etc. Et donc, on n'a pas cette souplesse, cette réactivité que l'on peut avoir dans les 2 autres fonctions que j'évoquais. Et donc, on a décidé, avec des copains, de créer l'Institut du cerveau de la moelle épinière, parce que la recherche en France est excellente, vraiment très très bonne, et sans vous flatter, vous êtes là pour le prouver, mais je pense qu'on pouvait peut-être essayer d'apporter un supplément d'âme. Et donc, on est parti à 2, avec Jean Todt, qui est mon petit frère, qui était le directeur de Ferrari à l'époque, dont le père avait été médecin généraliste à Garenne-Beson, et qui voulait rendre un peu à la société ce que la société lui avait largement, enfin qu'il avait largement mérité, mais lui avait largement donné. Et donc, on est parti sur une feuille pas blanche, parce qu'à la Pitié, c'est un des berceaux de la neurologie, donc c'est une feuille grise, c'est un peu plus difficile, mais on est parti sur cette idée-là et on a voulu créer quelque chose. Pour ça, on a créé une Dream Team, c'est-à-dire qu'on était 13 d'anciens opérés, des amis, des gens qui voulaient nous rendre service, et on a essayé de prendre le meilleur dans chacune de ces disciplines. C'était Maurice Lévy, publiciste pour la communication, Lindsay Owen-Jones, L'Oréal pour le marketing, Michael Schumacher qui était un ami intime, qui nous donnait énormément d'argent, qui n'a jamais voulu communiquer, enfin, tout un tas de gens comme ça, et on est parti sur ce projet. Et ce projet, on a créé, à partir de rien,
Un institut qui représente actuellement 25 000 mètres carrés, 750 personnes qui y travaillent, des plateformes très importantes, il y a 2 IRM, 3 Tesla, il va y en avoir une 7 Tesla, on a une 12.5 pour le petit animal, enfin, des plateformes très très sophistiquées. Et c'est une fondation privée, tout à fait privée, qui est en plein milieu d'un hôpital, la Pitié-Salpêtrière. Et sur cette feuille grise, on a marqué 4 mots qui nous paraissent essentiels. Alors pourquoi la neurologie? Parce que quand j'étais doyen, la neurologie c'était l'état dans l'état, la Pitié-Salpêtrière, mais je m'étais beaucoup bagarré pour créer d'autres états, c'est-à-dire l'état de cardiologie avec l'Institut de cardiologie, l'état chirurgical qui reste quand même qui est très fort, et puis un état de maladies métaboliques, disons, diabète, etc., médecine interne. Et donc on a voulu créer ces différents points, parce que je ne crois pas qu'il faille faire de la monoculture, mais on s'est dit, faisons quelque chose dans le domaine de la neurologie, parce que la neurologie, c'est le problème du XXIe siècle, les gens vivent vieux, on va finir gâteux, et le tout, c'est de ne pas vivre le plus vieux possible, mais de vivre le plus jeune possible, le plus longtemps possible. Et donc, c'est un problème de santé publique, parce que la neurologie est actuellement contemplative. Vous avez un Alzheimer, mais j'ai aucun traitement. Parfois, elle est palliative. J'ai un tremblement et je donne un anti-tremblement. J'exagère un peu, mais à peine. Et d'autant plus que je peux parler pour une fois devant des gens qui ne sont pas neurologues, pour la plupart. Et puis, on a voulu véritablement essayer de réparer, comme on le fait en chirurgie, dans tous les autres organes. On répare, on change le cœur, on change la hanche, on change tout ce que l'on veut, on répare. Et là, on n'arrive pas à réparer et même à prévenir, dans le cadre de la médecine des 4 P que vous connaissez. Donc, on est parti là-dessus, sur cette idée, il faut faire quelque chose pour la recherche. Et cette feuille blanche, on a écrit 4 mots, très simples. Je vous promets, il n'y a pas plus de 4 mots. Le premier mot, c'était excellence. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réinventer la roue et refaire ce que fait les autres un petit peu mieux, un petit peu plus vite, parce qu'on a plus de facilité et de corps facilities et de choses comme ça, mais véritablement pouvoir être excellent et innover. Et je trouve que dans le domaine de la recherche, trop souvent, les études, le classement, les évaluations faites par l'ANR, c'est sur les publications, mais il n'y a pas que les publications dans la vie. Et si je peux publier, je peux faire une gestion père de famille, c'est-à-dire que je publie, mais je fais progresser de ça la science, mais je ne prends pas de risques. Et faire comprendre à certains chercheurs, je ne parle pas à tous, à certains chercheurs que prendre des risques, se dire au bout de 4 ans, je suis dans une impasse, mais en fait c'est un succès considérable parce que ça fait dire à la société entière, n'allez plus dans cette voie-là, ça c'est un programme important. Et dans l'excellence, dans l'évaluation des équipes, il y a les publications, il y a bien entendu tous les grandes que l'on peut obtenir, et en particulier les ERC, et c'est pour nous le plus important, et actuellement je crois que sur les 25 équipes, il y en a 17 qui ont un ERC, et d'autre part, les contrats industriels qu'ils peuvent avoir et les start-up qu'ils ont créés. Ce sont nos critères d'évaluation d'une équipe de recherche. Et cette équipe, si j'ai pu faire un progrès à la science en France, c'est le contrat que j'ai pu obtenir avec l'INSERM, le CNRS, l'assistance publique et l'université, j'oublie l'université, c'est que toute équipe qui n'est pas A ou A+, sort le lendemain matin, tout au moins dans les 6 mois de l'ICM. Ça, c'est un progrès fantastique. Ça permet de créer un esprit entrepreneurial absolument considérable. Et donc, on a obtenu un SAB, on a créé un SAB, un comité scientifique international, dans lequel il y a 15 personnes, pas un Français, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, qui chaque année, indépendamment de l'évaluation que vous avez de l'ANR, etc., chaque année vient nous évaluer notre stratégie, évaluer les chercheurs, évaluer le board, évaluer les finances, évaluer tout ça, et nous dit, ben voilà, cette équipe, non, etc. Et donc, ça, c'est un élément très important pour cette excellence, puis excellence financière également, parce que je vous ai dire 2 mots sur les finances tout à l'heure. Le deuxième mot, c'est le mot international qu'on a écrit. Les Français sont les plus beaux du monde, les plus intelligents, il y a l'exception culturelle française, enfin on connaît tout ça. N'empêche que quand vous regardez les grandes équipes, que ce soit le PSG, que ce soit n'importe quel orchestre, etc., il y a des Français, mais il n'y a pas que des Français. Et donc pour nous, cet aspect international est fondamental, et dès qu'on recrute une équipe, il y a un appel d'offres international. On vient de recruter une équipe pour l'épilepsie et l'électrophysiologie, eh bien c'est un Argentin, je crois, qui vient. Et comme ces gens sont très très bons, ils sont payés par nous, par l'ICM, et puis ensuite ils sont pris en charge comme directeurs de recherche au niveau de l'INSERM, du CEA, de tout ce que l'on veut.
Et actuellement, on a sur les 750, 40% de gens qui ne sont pas français. Bien entendu, la langue est obligatoire là-bas est l'anglais. Et sur les post-docs, je crois que ça arrive à 85% qui ne sont pas français. Donc ça, c'est un... Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant une attractivité. Au début, on les a achetés comme des footballeurs. Et puis maintenant, eh bien, il y a une certaine attractivité qui font qu'ils viennent à l'ICM. Le troisième mot, donc excellence internationale, le troisième mot et le plus important, c'est le partage. C'est une fondation privée, tout à fait privée, avec un conseil d'administration, un budget qui, contrairement à celui de l'État, doit être équilibré à la fin de l'année. Et donc, on est véritablement dans une entreprise privée qui est sur une emprise publique avec un partenariat public. C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'INSERM, du CNRS, du CEA, de l'université, de l'assistance publique. Et chose assez extraordinaire, l'INSERM nous a donné délégation de gestion de son personnel. Ce qui n'est quand même pas tout à fait simple parce que bien entendu, il y a des reporting, etc. Mais ça simplifie quand même beaucoup les choses. Et donc, c'est un partenariat entre le public et entre le privé. Ça, c'est fondamental, aussi bien financièrement que, autant pour l'investissement qui est à peu près de 100 millions, et je vous dirais comment on est arrivé à les trouver, ça a été l'ICM qui a payé, autant pour le fonctionnement, le running budget annuel, eh bien c'est moitié-moitié, il y a un budget de 80 millions à peu près par an, et il faut qu'on trouve, je trouve 40 millions par an, tous les ans, ce qui n'est pas très facile, mais on y arrive, je vous promets qu'on y arrive. Le deuxième élément dans le partage, c'est le partage entre la recherche clinique et la recherche fondamentale. On a véritablement voulu être un institut de recherche translationnelle. Et ça, c'est essentiel. Si on l'a mis au milieu de la Pitié, Dieu sait si ça peut créer des emmerdements, eh bien, c'est pour cette raison-là, pour avoir ces 100 000 patients neurologiques qui sont vus chaque année à la Pitié-Salpêtrière. Et 40% des personnes qui travaillent dans l'ICM sont des médecins, sont des cliniciens. 40% des chercheurs sont des cliniciens, ce qui est tout à fait exceptionnel et qui transforme complètement l'ambiance. Donc, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui êtes chirurgien ici. Donc cet aspect de recherche translationnelle est essentiel. Et le troisième aspect de partage, c'est qu'on avait écrit, il fallait que ça aille du philosophe au polytechnicien. Et bien entendu, il y a des chercheurs en neurosciences, mais je dirais que c'est loin d'être la majorité. Il y a énormément d'électrophysiologistes qui sont des fondamentalistes, polytechniciens, mathématiciens, chimistes, physiciens, etc. Il y a énormément de biostatisticiens, bien entendu, et avec les big data que l'on a maintenant, eh bien, c'est devenu d'ailleurs la majeure partie du budget que ça peut représenter. Or, la grande difficulté, c'est que ces gens, ils viennent d'origines différentes. Moi, quand j'étais chirurgien, je faisais une étude clinique, je vais voir le statisticien en me disant, dis-moi combien il faut que j'en fasse pour avoir un truc. Bon, c'était un supplier, c'est vraiment un prestataire de service. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et je le comprends tout à fait qu'il ne se passionnait pas pour ce sujet-là. Tandis que là, il faut que les gens parlent tous un langage commun, ce qui est très difficile parce qu'on vient de cultures différentes, on n'a pas le même langage. Essayez de comprendre un avocat, vous y comprenez rien. Eh bien, un physicien, il comprend strictement rien à ce qu'un chirurgien peut lui expliquer. Donc ça, la culture différente et le programme commun ensemble. Et puis le quatrième élément de partage, c'est qu'on n'a pas voulu que ce soit la maison des maladies dégénératives ou la maison de l'Alzheimer ou ceci. Il y a différents topics en neurologie. Il y a les traumatismes crâniens et médulaires, il y a l'épilepsie, il y a les maladies dégénératives, il y a les tumeurs en particulier. Et le progrès, il vient du partage. Et donc, on veut absolument que sur ces 27, je crois qu'ils sont 27 maintenant, 27 équipes qu'il y a, il y ait une discussion ensemble. Et ça part déjà du concept architectural. Le bâtiment, venez le visiter, a été fait par Jean-Michel Villemotte. J'ai beaucoup travaillé avec lui pour que les chercheurs puissent se parler entre eux, puissent échanger. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On a le nez dans le guidon toute la journée. On est dans un domaine de neuroimagerie et on ne sait absolument pas ce qui se fait en neurogénétique, bien entendu. C'est pas leur problème. Eh bien, c'est là que va venir le progrès, c'est de cet échange permanent. Et donc, il y a bien entendu des petits déjeuners, il y a tout un tas de réunions communes et on a créé, ça s'appelle le Big Brain Theory, c'est-à-dire que l'ICM finance très largement des projets de recherche à condition qu'ils soient avec au moins 2, sinon 3 équipes ensemble sur le même projet. Eh bien ça transforme là encore la mentalité, l'état d'esprit du chercheur que j'ai pu connaître il y a 15 ans ou 20 ans quand j'étais à la fac.
Donc ça, ce sont le troisième mot, c'est le partage. Et donc vous comprenez qu'on a voulu même mettre au même lieu le médecin, le chercheur. 2,03. Oui. C'est terrible. Le médecin, le malade et le chercheur. Et que c'est cette jonction des trois qui crée vraiment un élément très important. Le quatrième mot, c'est la valorisation de la recherche. En France, sincèrement, la recherche est excellente. Sincèrement, la recherche est très très bonne. Mais on n'arrive pas à se valoriser. Vous allez découvrir demain quelque chose de génial. Vous avez été formé à la chirurgie, vous avez été formé à la recherche, qui est déjà considérable. Vous n'allez pas être formé au marketing, au business, au legal department, etc., etc. Vous y connaissez rien. Et c'est normal. Et vous allez vous faire avoir. Donc, il faut absolument créer un état, créer cet étage, je dirais, de start-up où on peut directement soit avoir des spin-offs, soit avoir des contrats avec tout un tas de biotech ou tout un tas de big pharma qui existent. Et ça, c'est un élément très très important. Et le fait que le chercheur soit coincé entre le médecin, s'il ne l'est pas déjà, le malade et les start-up, il voit directement le bénéfice. Dans la recherche, si en cardiologie vous découvrez une molécule demain matin, avant qu'elle devienne médicament, c'est 6 à 10 ans. Dans la recherche en neurosciences, c'est 12 à 15 ans, avec un taux d'échec absolument considérable. Et c'est pour ça que les big pharma se désintéressent complètement, bien entendu, de la neurologie maintenant, parce que c'est pas rentable. Donc, il faut absolument pouvoir créer ce pont entre le médecin, le malade, le chercheur et le businessman. Et on a tout un étage de start-up, et on n'a pas commencé, ça fait le lycéum à 10 ans l'année prochaine, mais on a commencé il y a 6 ans. En 6 ans, on a créé 400 emplois. 400 emplois dans le domaine de la recherche, enfin de la neuro-recherche et business. Donc c'est absolument considérable. Et cette recherche, elle est sur la molécule, elle est bien entendu sur tout ce qui est maintenant informatique et nouvelles technologies. Et là, ça va transformer les rapports entre les médecins et les malades. Et puis elle est également sur les nouvelles techniques. Et c'est pour ça qu'on est responsable à la station F de tout le domaine santé, et puis qu'on vient d'acheter encore 1500 mètres carrés en dehors de l'ICM, en dehors de la Pitié, pour les medtech, pour les technologies médicales. Et on a par exemple créé un Living Lab dans lequel il y a les infirmières, les malades, les médecins et les chercheurs. Dans la maladie de Parkinson, vous n'imaginez pas ce que ça a apporté comme changement dans la vie d'un certain nombre de Parkinsoniens, uniquement parce qu'on a mis ces gens ensemble et qu'ils nous disent vous êtes très jolis et gentils avec votre recherche, tout ce que vous voulez, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir telle canne qui me permet de savoir si j'appuie beaucoup, pas beaucoup, etc. Parce que, bon, c'est des choses qui transforment la vie. Voilà un petit peu les 4 mots essentiels que l'on a mis au niveau de l'ICM et qui me paraissent indispensables pour créer cet esprit entrepreneurial et un petit peu ce supplément d'âme de la recherche qui, je vous répète, est très bonne. Mais quand on voit l'évolution du profil du chercheur que j'ai connu, que tu as connu à nos débuts et que l'on voit maintenant, bien entendu, ils ont votre âge, ils ont tous passé 2 ou 3 ans au moins aux États-Unis ou bien au Riken au Japon ou au Florey Institute à Melbourne, et ils ont une culture tout à fait différente et une approche tout à fait différente de la recherche avec cet aspect très innovatif qui est vraiment absolument essentiel. Donc voilà un petit peu où en est l'ICM. Pour ça, je vous le répète, il y a un budget de 40 millions à trouver. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas faire la quête à la fin. Mais ces 40 millions par an à trouver, comment est-ce qu'on les trouve? Contrats industriels, très importants. Les grands, et en particulier les grands européens et le CERC et des gros grands américains qu'il faut savoir aller chercher, car l'américain, il ne donne pas uniquement à l'américain, les winners, ils donnent aux winners. Et si vous êtes très bon, vous arriverez à trouver des grosses bourses américaines, sans problème. Et puis, il y a également la générosité publique. Alors, la générosité publique, eh bien, c'est des grosses sociétés, c'est des gros particuliers, et puis c'est du marketing direct, c'est toutes les lettres que vous recevez dans votre boîte aux lettres que vous foutez à la poubelle immédiatement. Eh bien, là encore, on apprend que c'est une science exacte, c'est-à-dire que sur 100 lettres envoyées, il y en a 2,50 qui répondent à peu près, et que sur ces 2,50, le don moyen est de 38 €, donc c'est rentable, etc. C'est quasiment une science exacte. Donc c'est un métier qu'on apprend petit à petit. Mais c'est un métier tout à fait passionnant et je ne regrette pas d'avoir une deuxième vie après une vie chirurgicale que je ne regrette pas, loin de là. Voilà.
Merci beaucoup, Gérard. On peut faire un bis ou on peut pas Faire un bis? T'as pas préparé un petit numéro en plus? Non, non. Totalement merci. Est-ce que profitez de sa présence pour poser des questions? Non, mais venez visiter l'ICM. Sincèrement, c'est pas un obligation. Venez visiter l'ICM, c'est intéressant. D'abord architecturalement, quand on a fait avec Jean-Michel Villemotte, qui est vraiment un très bon copain et un architecte que vous connaissez sûrement, on lui a dit 3 choses. Un, il faut que ce soit beau, c'est pas la peine que ce soit moche pour bien travailler. On connaît assez les bâtiments des années 70 et les gourbis dans lesquels vous travaillez, où j'ai travaillé. Deuxièmement, il faut que ce soit qu'il y ait des échanges, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a il y a 4 ailes, 4 oreilles, comme ils disent, avec une partie commune transversale, et ces parties communes transversales, c'est les plateformes communes. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre microscope, votre truc, votre machin pour la protéomique, la génomique et autres, c'est commun, et tout est partagé. Et là encore, c'est une façon de faire des économies, et c'est une façon de parler ensemble sur l'appareil, et puis chacun ensuite a son bureau, qui est tout en open space. Alors ça a été un drame, parce un chercheur qui n'a pas son mètre carré, son porte-manteau pour mettre son truc, etc., ça a été un drame. Et puis maintenant, je crois que pour rien au monde, il voudrait aller dans l'autre sens. Et donc ça, c'est vraiment semi-open space. Et la troisième chose que l'on a demandé à Jean-Michel, c'est qu'il faut que ce soit flexible, parce qu'on ne sait pas ce que sera la recherche dans 10 ans. Donc si vous faites des structures fermées, complètes, eh bien dans 10 ans, il faudra peut-être tout casser et recommencer. Tandis que là, tout est ouvert, avec les fluides qui tombent du plafond, un peu comme à Beaubourg, vous verrez, il y a des tuyaux partout. Et puis, s'il y a une équipe qui vient, eh bien, c'est des meubles qui sont sur roulettes, c'est des petits murs, pseudo-murs qui sont sur roulettes, et tout est changeable. On peut transformer un espace humide en espace tertiaire le lendemain matin, et ça, c'est très, très facile à faire. Et donc, là encore, ça change un petit peu la mentalité pour la recherche. Et je dois dire dans l'excellence, je le dis parce que c'est les chercheurs qui le font, en 8 ans, c'est devenu le 2e centre mondial en recherche clinique en neurosciences. En 8 ans, dans un ranking mondial qui a été fait par l'INSERM sur 37 centres mondiaux. Merci beaucoup, c'est toujours fascinant. Juste une question, il y en a énormément de questions. Effectivement, quand on est arrivé, à partir de ce moment, on a, disons, tout sur le plan chirurgical, on a vu tous les réseaux, etc., l'ensemble. Il y a toujours quelque chose qui permet, en fait, de commencer. Alors, par exemple, étant à Strasbourg, je connais bien l'histoire de Jacques Marescot. Et qu'est-ce qui fait, comment vous avez pu, à un moment, en fait, déclencher? Parce qu'il faut, en fait, amorcer la pompe, ce qu'on appelle financière, parce qu'en fait, il me semble que tout soit là. Et il y a des choses qui doivent se réunir pour amorcer. C'est l'amorçage qui souvent est complexe, alors que tout le reste on le possède. Alors, plus ou moins. Effectivement, on est parti avec Jean Todt, on est parti tous les deux de rien, de cette idée-là. Le tout, c'est qu'il faut déjà mettre la première pierre, c'est vrai, et trouver l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? 2 choses. On est allé voir l'INSERM qui avait sanctuarisé 1 million qu'on a eu un jour. Mais enfin, c'est 1 million. Il nous en fallait 100. 70 plus 30 millions d'équipements. On est allé voir la région. La région était très intéressée parce qu'on s'est engagé à créer 100 à 200 emplois. Ils nous ont donné 15 millions, pas du tout, pour la recherche, mais pour la création d'emplois. Et la ville de Paris, c'était exactement pareil. Ce qui les intéresse, c'était la création d'emplois et garder un pôle local. Et la ville de Paris nous a donné 5 millions, donc on arrive à 20 millions. Et puis on est allé voir la Caisse des dépôts et consignations et on a pris un emprunt de 30 millions sur 40 ans, payable dans 5 ans à 2%. Alors il paraît que c'était très bien, j'y connais rien. Maintenant c'est un peu moins bien, mais enfin on négocie. Et donc on est parti comme ça et on ne voulait surtout pas que l'argent de la générosité publique serve à construire le bâtiment. On voulait uniquement que ça serve pour la recherche. On s'est dit, le bâtiment, c'est nous qui nous débrouillons, c'est notre affaire, et par contre, ensuite, l'argent public, la générosité servira à des programmes de recherche. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et ensuite, quand on est parti, aller chercher, quand on l'a construit, il fallait quand même trouver de l'argent pour commencer à fonctionner. Et on avait, je vous disais tout à l'heure, Lindsay Wayne-Jones, qui était le patron de L'Oréal, qui nous disait, vous savez, moi, quand je vends une savonnette, elle est très bonne, elle est excellente, il faut que je dépense une fortune de publicité. Donc si vous voulez avoir de l'argent en disant j'ai un projet qui est fantastique, je ne peux pas vous le montrer, etc., vous allez avoir du mal à trouver. Donc on est allé voir des très grands donateurs, disons plus de 300 000 euros, en leur disant faites-nous confiance, donnez-nous votre argent.
Si dans l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent on n'y arrive pas, on vous les rendra, moins peut-être 1% qu'on aura dépensé, etc. Et pour créer ça, avec Jean-Claude, je vous dis, on a créé la Dream Team, on était 12, 13, on se réunissait tous les mois et demi, le dimanche soir de 8h à minuit, et chacun repartait avec sa feuille de route sur ce qu'il avait à faire. Donc on avait, le plus important là-dedans, c'est le juriste, surtout si vous faites une convention avec les sciences publiques, c'est le juriste. Chacun repartait avec sa feuille, et puis, pro bono, travailler pour l'ICM. Mais on n'avait pas de secrétaire, on n'avait strictement rien, jusqu'à 1 an avant la construction. Et entre le moment où en fait, vous avez commencé à avoir l'idée et puis le moment où en fait, vous avez dit allez, on y va 5 ans. Non, entre l'idée et l'ouverture, 5 ans. Entre le moment où on y va, il faut compter 1 an et demi d'élucubration, d'aller frapper des portes. 5 ans d'ouverture, voilà, ça c'est très important, c'est timing. 5 à 6 ans, disons 6 ans. On a commencé en 2004, oui. Et c'est à ce moment-là où vous êtes parti, vous avez démissionné, donc à quel moment? Moi j'ai démissionné au bout alors que le projet, on avait déjà travaillé depuis 1 an et demi. Donc il commençait à se solidifier, comme on dit. C'était le kick-off. Ouais, ce qui est tout à fait logique, hein, d'accord. Très bien, passionnant. Merci beaucoup. Merci. Oui, t'étais très bien, t'étais très beau finalement. Tu m'enverras la photo. Oui.